Début janvier 1945, Dwight Eisenhower se retrouva confronté à la plus grave crise de commandement de toute la guerre. Quelques heures plus tôt, un maréchal britannique avait publiquement offensé chaque soldat américain lors d'une conférence de presse. Dans la foulée, plusieurs généraux américains menaçaient de démissionner en bloc. Et pour couronner le tout, Bernard Montgomery exigeait désormais le commandement permanent de 2 armées américaines. Eisenhower ne se contentait pas d'étudier des cartes d'état-major. Il portait sur ses épaules le poids d'une alliance qui commençait à se fissurer dangereusement. Pris en étau entre la colère explosive des Américains et l'arrogance inflexible des Britanniques, il se trouvait au cœur d'un affrontement bien plus large qu'une simple querelle hiérarchique. Ce n'était pas seulement une décision militaire. C'était un combat solitaire pour empêcher le monde occidental de se déchirer avant même que la guerre ne soit gagnée. Il ne pouvait pas écarter Montgomery sans risquer de briser l'alliance. Mais lui accorder ce qu'il réclamait revenait à perdre la loyauté de ses propres commandants. Il lui fallait une issue imparfaite, une solution qui ne satisferait personne mais qui permettrait à tous de rester engagés dans le conflit. Eisenhower proposa donc un compromis. Montgomery conserverait le contrôle d'une seule armée américaine, et uniquement pour le franchissement du Rhin, rien de plus. Aucun commandement durable, aucune autorité stratégique élargie, une armée, une opération. Montgomery devait choisir, accepter cette réduction humiliante ou tout perdre. Eisenhower attendit sa réponse. Le 7 janvier 1945, Montgomery s'était présenté devant les journalistes en affirmant avoir sauvé les Américains lors de la bataille des Ardennes. Il expliqua comment il avait trouvé leurs forces désorganisées et comment son intervention avait permis de rétablir la défense face aux Allemands. À l'écouter, les généraux américains avaient paniqué et seule la direction britannique avait empêché la catastrophe. La réaction fut immédiate et violente. La presse américaine dénonça un homme s'attribuant des victoires qui ne lui appartenaient pas. Des associations d'anciens combattants réclamèrent des explications. Plus grave encore, le général Omar Bradley prévint Eisenhower qu'il préférait démissionner plutôt que de servir dans un système de commandement tolérant de telles insultes. Les propos de Montgomery ne firent pas qu'indigner les états-majors. Ils frappèrent au cœur les géisses qui venèrent de survivre à l'enfer des Ardennes. Pour eux, ces mots ressemblaient à une seconde attaque, cette fois venue de leur propre camp, effaçant le sacrifice des 19 000 Américains qui n'étaient jamais sortis de ces forêts. Le chef d'état-major de Montgomery, le major général Freddy de Guingamp, se rendit en urgence au quartier général d'Eisenhower et y découvrit la réalité. Des ordres de relève étaient déjà rédigés. Montgomery n'était plus qu'à quelques heures d'un renvoi pur et simple. De retour auprès de lui, de Guingamp le força à rédiger des excuses. Montgomery s'exécuta le 8 janvier, non par conviction, mais parce que son propre subordonné lui avait clairement fait comprendre que sa carrière était en jeu. Ces excuses lui évitèrent le limogeage. Elles ne réparèrent en rien la confiance brisée avec les commandants américains. Et 2 jours plus tard, Montgomery s'apprêtait à aggraver encore la situation. Pendant la bataille des Ardennes, Eisenhower avait placé temporairement 2 armées américaines sous l'autorité de Montgomery. La première armée du général Courtney Hodges et la 9e armée du général William Simpson, soit plus de 500 000 soldats américains. Cette organisation n'avait jamais été pensée comme permanente. L'offensive allemande avait fracturé le front américain et le quartier général de Montgomery, plus proche du secteur nord, permettait une coordination plus rapide tant que la crise durait. Le quartier général de Montgomery se trouvait plus près du secteur nord. Tant que la crise durait, il pouvait ainsi coordonner la défense avec une efficacité accrue. Là où Eisenhower ne voyait qu'une nécessité provisoire, Montgomery, lui, flairait une occasion à saisir. À ses yeux, la bataille des Ardennes avait démontré une chose essentielle. Lorsque les Américains se retrouvaient en difficulté, seule une direction britannique pouvait les tirer d'affaire. Sa conférence de presse avait peut-être été maladroite, mais dans son esprit, le fond du message restait valable. Désormais, il voulait transformer l'arrangement temporaire en une situation durable. Ces armées américaines, il les voulait pour mener sa grande offensive par le nord de l'Allemagne. Les forces britanniques et canadiennes, à elles seules, ne suffisaient plus. Il lui fallait la puissance américaine. La 9e armée représentait pour lui une véritable assurance-vie. Près de 300 000 soldats américains, indispensables alors que ses propres unités britanniques étaient épuisées par 5 années de combats ininterrompus. Pour le général Simpson et ses hommes, cette situation ressemblait moins à une coopération qu'à une prise d'otage au profit d'un commandant qui ne faisait guère confiance à leur méthode.
Quelques jours seulement après la conférence de presse, Montgomery fut reçu par Eisenhower au quartier général suprême. Il exposa sa demande de manière formelle, maintenir la Première Armée et la 9e Armée sous son autorité, lancer une offensive concentrée dans le nord, foncer vers la région industrielle de la Ruhr et mettre fin à la guerre avant le mois de mai. Son raisonnement se voulait strictement militaire. La stratégie du front large dispersait inutilement les moyens. Les armées américaines engagées au sud progressaient lentement. Selon lui, tout devait être regroupé pour une seule percée massive, sous un commandement unifié. Pour que ce plan réussisse, il avait besoin des 2 armées américaines. Les forces britanniques étaient à bout après 5 années de guerre, les unités canadiennes manquaient d'effectifs. Sans la masse humaine américaine, aucune percée décisive n'était possible. Retirer ces armées condamnerait l'offensive du Nord avant même son lancement. Eisenhower l'écouta sans l'interrompre. Puis, lorsque Montgomery eut terminé, sa réponse fut brève et sans détour. Cet arrangement n'avait jamais été conçu pour durer. Les armées reviendraient sous commandement américain. Le visage de Montgomery se figea. Cette décision ruinait son projet. À ses yeux, Eisenhower sacrifiait la logique militaire sur l'autel de la politique. Bradley avait déjà fait connaître sa position à Eisenhower. Si Montgomery conservait ses armées de façon permanente, il refuserait d'aller plus loin. Il n'accepterait pas de rester commandant d'un groupe d'armées sans armée à diriger. Il ne tolérerait pas de voir Montgomery utiliser des soldats américains pour servir des objectifs stratégiques britanniques tout en s'attribuant leur victoire. Sa position était inflexible. Il commandait ses forces depuis la Normandie. Elles étaient les siennes. Le transfert temporaire sous l'autorité de Montgomery pendant la crise des Ardennes avait été militairement justifié. Le rendre définitif, en revanche, était politiquement inconcevable. D'autres chefs américains soutenaient Bradley. Eisenhower comprit le message. Il fallait choisir entre satisfaire Montgomery ou conserver la loyauté de ses généraux. Il était impossible de faire les deux. George Patton, informé des exigences de Montgomery, prévint Bradley qu'il démissionnerait lui aussi. La 3e armée de Patton avait sauvé Bastogne pendant la bataille des Ardennes. Ses troupes avaient stoppé l'offensive allemande par le sud. Les soldats américains avaient combattu et saigné. Pour Patton, c'était la goutte de trop. Il avait sauvé Bastogne. Dans une tempête de neige, son instinct de combattant avait fait pivoter toute une armée à 90 degrés pour briser l'offensive ennemie. Et pourtant, il se retrouvait encore entravé par un homme qu'il considérait comme un égocentrique incompétent. Sa menace de démissionner ne concernait ni le grade ni l'ego. Elle traduisait son refus catégorique de voir le sang américain versé pour nourrir l'ambition et la réputation d'un général politique. La perte simultanée de Bradley et de Patton ferait s'effondrer toute la chaîne de commandement américaine. D'autres suivraient inévitablement. Les chefs de groupes d'armées qui avaient traversé la France, combat après combat, refuseraient de se placer sous une direction stratégique britannique. Eisenhower se retrouva face au scénario que Churchill redoutait le plus. Une vague de démissions parmi les généraux américains, une alliance qui se disloquait sous le poids des querelles de commandement et une guerre en Europe mise en péril par l'incapacité de Montgomery à maîtriser son ego. Dès qu'il eut connaissance de la crise, Churchill appela Eisenhower. Il mesurait parfaitement l'enjeu. Si Montgomery était totalement privé des armées américaines, l'influence britannique sur la stratégie alliée disparaîtrait. La victoire finale serait alors exclusivement américaine. Churchill proposa donc une voie médiane, laisser à Montgomery la 9e armée, tout en rendant la 1re armée à Bradley. Cela donnerait à Montgomery une force américaine suffisante pour le franchissement du Rhin, tout en restituant l'essentiel des troupes au commandement américain. Eisenhower accepta ce compromis. C'était précisément la solution dont il avait besoin. Bradley récupérait la 1re armée. Montgomery conservait juste assez de troupes américaines pour préserver une certaine pertinence stratégique britannique. Le transfert devait être immédiat. Mais Churchill savait aussi qu'il fallait réparer les dégâts causés par Montgomery. Le 18 janvier, il se présenta devant la Chambre des communes pour avaler une pilule amère. Contraint de colmater les brèches ouvertes par l'ego de son maréchal, il reconnut publiquement que l'Empire britannique était désormais le partenaire junior, déclarant que les troupes américaines avaient mené l'essentiel des combats et subi l'écrasante majorité des pertes. Ce fut un moment d'humiliation politique, révélateur du bouleversement profond survenu depuis 1939. Eisenhower comprit qu'un simple ordre écrit ne suffirait pas. Il devait annoncer lui-même la réduction des forces à Montgomery en face à face.
Il le convoqua pour lui exposer les conditions. Le compromis de Churchill en définissait le cadre. Une armée pour Montgomery, une armée rendue à Bradley. Mais Eisenhower y ajouta une restriction essentielle que Churchill n'avait pas formulée. La première armée retournerait immédiatement sous le commandement de Bradley. Montgomery conserverait la 9e armée, mais uniquement à titre provisoire pour l'opération de franchissement du Rhin. Une fois le Rhin franchi, la 9e armée reviendrait elle aussi sous commandement américain. La décision n'était pas négociable. Montgomery dirigerait la 9e armée pendant l'opération Plunder et rien de plus. Aucun commandement permanent, aucune autorité prolongée après l'opération, une armée pour une mission précise. Montgomery demanda quand la 9e armée lui serait retirée après le franchissement du Rhin. Eisenhower répondit que le moment exact dépendrait des circonstances opérationnelles, mais que le retour aurait bien lieu. Montgomery protesta, affirmant qu'il était impossible de planifier des opérations à long terme sans connaître à l'avance la structure de ses forces. Eisenhower répéta que la décision était définitive. Montgomery comprit alors clairement l'alternative qui s'offrait à lui. Accepter ce compromis amoindri ou perdre immédiatement les deux armées. Conserver une armée à titre provisoire, ou bien ne plus commander que des forces britanniques et canadiennes jusqu'à la fin de la guerre. Tel était le choix. Montgomery accepta. Le 17 janvier 1945, la première armée retourna officiellement au sein du 12e groupe d'armées de Bradley. Le général Hodges rendait désormais compte à Bradley, et non plus à Montgomery. La structure de commandement retrouvait sa configuration d'avant la bataille des Ardennes. Sur ce point, Bradley se déclara satisfait. Il récupérait son armée la plus importante. L'autorité de Montgomery sur les forces américaines se trouvait réduite à une seule armée, pour une seule opération. Le principe fondamental des armées américaines commandées par des Américains venait d'être réaffirmé. Bradley, toutefois, ne se faisait aucune illusion. Il n'était pas à l'aise avec l'idée de laisser la 9e armée à Montgomery, même temporairement. Il était convaincu que celui-ci utiliserait le franchissement du Rhin comme prétexte pour prolonger son contrôle, qu'il trouverait toujours une raison de retarder la restitution de l'armée. Il avertit Eisenhower de rester extrêmement vigilant. Eisenhower lui répondit que la décision était arrêtée. Montgomery avait besoin de la 9e armée pour le passage du Rhin. Une fois l'opération terminée, l'armée reviendrait. Point final. Montgomery consacra les mois de février et de mars à la préparation de l'opération Plunder. Le franchissement du Rhin devait être la plus vaste traversée de fleuve de toute la guerre. Un déluge d'artillerie était prévu. 2 divisions aéroportées seraient larguées derrière les lignes allemandes. La 9e armée constituerait le bras sud de l'assaut. Les forces de Simpson travaillèrent en étroite collaboration avec l'état-major de Montgomery. Simpson reconnaissait ses qualités d'organisateur et sa rigueur. La planification fut poussée à l'extrême. Chaque détail était anticipé. C'était là la grande force de Montgomery, les opérations soigneusement scénarisées où rien n'était laissé au hasard. Mais parmi les officiers de la 9e armée, une inquiétude commença à poindre. Dans les discussions de l'état-major britannique, on évoquait déjà les opérations au-delà du Rhin comme si la 9e armée devait rester durablement sous commandement britannique. Les plans d'avance vers le nord de l'Allemagne intégraient systématiquement ces unités. Nulle part il n'était question de son retour sous commandement américain après le franchissement. Ces documents ne se contentaient pas d'ignorer Bradley. Ils traitaient la 9e armée comme un élément permanent du 21e groupe d'armées britannique. Eisenhower déclara qu'il réglerait la question une fois le Rhin franchi. Le 22 mars 1945, la 3e armée de Patton atteignit le Rhin près d'Oppenheim. En quelques heures à peine, ses premières unités avaient traversé le fleuve. Patton appela immédiatement Bradley avec un message sans ambiguïté. « Dis-le au monde entier. Je veux que tout le monde sache que la 3e armée est passée avant que Monty n'ait eu le temps de démarrer ses moteurs. » Ce franchissement fut le fruit d'une opportunité saisie au vol. Patton repéra un secteur faiblement défendu et frappa sans attendre. Pas de préparation massive, pas de mise en scène complexe, seulement une exploitation rapide des failles allemandes. Ce n'était pas qu'un succès tactique. C'était une démonstration éclatante de la doctrine américaine de guerre mobile dans sa forme la plus pure. Lorsque Montgomery apprit la nouvelle, il entra dans une colère noire. Voilà bien l'imprudence typiquement américaine, pensa-t-il. Le Rhin exigeait une préparation méthodique. Patton avait simplement eu de la chance. Le véritable franchissement, le seul digne de ce nom, serait celui de l'opération Plunder, garantie par une planification professionnelle. Mais une réalité s'imposait déjà.
Patton venait de prouver que le Rhin pouvait être franchi sans les préparatifs élaborés de Montgomery. Les méthodes américaines fonctionnaient. Le guerrier avait devancé le politicien d'un seul jour. L'opération Plunder fut déclenchée le 23 mars 1945. Plus de 300 000 soldats alliés y prirent part. La 9e armée attaqua depuis le secteur sud, tandis que les forces britanniques et canadiennes progressaient depuis le nord. Un appui d'artillerie écrasant ouvrit la voie. Des divisions aéroportées s'emparèrent de positions clés à l'arrière des lignes allemandes. Sous le feu ennemi, les unités du génie jetèrent des ponts sur le fleuve. L'opération fut un succès. Les forces de Montgomery franchirent le Rhin et établirent une tête de pont solide. La résistance allemande fut acharnée, mais la supériorité alliée était écrasante. Dès le 25 mars, les troupes avançaient déjà en territoire allemand. Montgomery proclama l'opération parfaitement exécutée. À ses yeux, c'était une réussite totale. La route du nord vers l'Allemagne était désormais ouverte. Les forces britanniques et du Commonwealth avaient y conduit un franchissement de fleuve d'une ampleur spectaculaire, démontrant selon lui que la planification méthodique pouvait venir à bout de n'importe quel obstacle. De leur côté, les journaux américains soulignèrent un détail embarrassant. Patton avait traversé le Rhin le premier, avec moins de pertes et sans préparation massive. Plunder impressionnait, certes, mais elle venait après la démonstration de Patton que le Rhin pouvait être forcé rapidement. La 9e armée du général Simpson se distingua pleinement durant l'opération. Les soldats américains avaient assumé une grande part des combats. Montgomery salua leur efficacité et leur courage. En privé, il expliqua à son état-major que cette armée serait indispensable pour les opérations au-delà du Rhin. Une fois le fleuve franchi, l'état-major de Montgomery soumit de nouveaux plans pour l'avance en Allemagne du Nord. Ces plans incluaient explicitement les forces de la 9e armée. Montgomery soutenait que retirer cette armée à ce stade perturberait des opérations déjà engagées. Il expliqua à Eisenhower que l'encerclement de la Ruhr exigeait le maintien d'un commandement unifié. La 9e armée était idéalement placée pour fermer la tenaille par le sud. La transférer sous commandement américain en pleine manœuvre serait, selon lui, une aberration militaire. Pour les Américains, l'ironie était amère. En septembre, Patton avait été privé de carburant afin de soutenir l'échec à 40 à 90% réussi de Montgomery à Market Garden. À présent, Montgomery cherchait une nouvelle fois à s'approprier les ressources américaines, confirmant que, pour certains, l'alliance n'était qu'un instrument au service de la gloire personnelle. Eisenhower vit se concrétiser exactement ce que Patton avait prédit. Montgomery invoquait désormais la nécessité opérationnelle pour prolonger indéfiniment son contrôle sur la 9e armée. Chaque opération en appelait une autre, chacune prétendument impossible sans maintenir l'armée sous commandement britannique. Bradley estima que le moment était venu d'agir. Montgomery avait obtenu son franchissement du Rhin. L'opération avait réussi. Il était temps de rendre l'armée, comme promis. Eisenhower acquiesça. Le 4 avril 1945, la 9e armée réintégra officiellement le 12e groupe d'armées de Bradley. Le transfert était définitif. Montgomery ne commanda plus que des forces britanniques et canadiennes jusqu'à la fin de la guerre. Montgomery protesta auprès de Churchill. Selon lui, cette décision ruinait son avance en Allemagne du Nord. La 9e armée avait été essentielle à toutes les opérations depuis le franchissement du Rhin, et la lui retirer désormais n'avait aucun sens militaire. Churchill choisit de ne pas intervenir. Le coût politique d'un tel affrontement était devenu trop élevé. L'influence britannique sur la stratégie alliée déclinait depuis le débarquement. Cette décision marquait l'acceptation finale d'une réalité désormais incontournable. Les forces américaines seraient commandées par des Américains. Sous les ordres de Bradley, la 9e armée de Simpson poursuivit sa progression en Allemagne. Plus tard, au cours du mois d'avril, elle fit sa jonction avec les forces soviétiques sur l'Elbe. L'armée que Montgomery avait tant voulu conserver joua finalement son rôle dans la victoire finale, mais sous commandement américain. De son côté, le 21e groupe d'armées de Montgomery poursuivit son avance en Allemagne du Nord et aux Pays-Bas avec des forces exclusivement britanniques et canadiennes. Elles libérèrent la population néerlandaise, s'emparèrent de ports allemands et reçurent la capitulation des troupes ennemies dans leur secteur le 4 mai. Mais Montgomery ne commandait plus que des forces du Commonwealth. Son rêve de diriger une immense poussée alliée jusqu'à Berlin s'était éteint dès le mois de janvier, lorsque Eisenhower lui avait retiré la première armée.
Le franchissement du Rhin avec la 9e armée fut sa dernière opération à la tête de troupes américaines. Le compromis imaginé par Eisenhower ne relevait pas seulement de la manœuvre politique. C'était aussi une épreuve stratégique, un défi que Montgomery était presque condamné à mal négocier. En lui laissant temporairement une armée américaine, Eisenhower démontra qu'en dépit de cette puissance supplémentaire, l'approche méthodique de Montgomery restait plus lente que la guerre de mouvement pratiquée par les Américains. Patton avait traversé le Rhin le premier. Les armées américaines progressaient plus rapidement à travers l'Allemagne. Même avec la 9e armée sous ses ordres, Montgomery ne parvint jamais à égaler leur rythme. Accorder à Montgomery une dernière chance avec la 9e armée était un pari risqué. 4 mois plus tôt, son opération Market Garden s'était soldée par un échec retentissant, malgré des avertissements du renseignement qu'il avait ignorés. Il avait pourtant qualifié cette débâcle de succès à 90% et n'en avait subi aucune conséquence. Eisenhower espérait qu'il avait tiré les leçons de ce revers. Il se trompait. Lorsque Montgomery tenta de conserver durablement la 9e armée après le franchissement du Rhin, Eisenhower disposait enfin d'une justification claire pour la lui retirer. Montgomery avait eu sa chance. Il avait obtenu son opération soigneusement préparée. Désormais, les armées américaines mèneraient la guerre jusqu'à son terme sous commandement américain en appliquant leurs propres méthodes opérationnelles. La leçon était limpide. La guerre de coalition repose sur la confiance. Et Montgomery avait brisé cette confiance lors d'une conférence de presse. Eisenhower lui avait offert une ultime opportunité avec la 9e armée. Montgomery chercha à l'exploiter. Il y perdit tout. Tout. Au bout du compte, la vision de Montgomery d'une grande offensive par le nord jusqu'à Berlin ne s'éteignit pas dans une embuscade allemande. Elle mourut dans une salle de presse. En privilégiant son ego au détriment de l'Alliance, il perdit la confiance des hommes dont il avait le plus besoin. Eisenhower lui avait donné suffisamment de cordes pour se pendre, et Montgomery en utilisa chaque centimètre.